L'Organisation des Nations Unies a quant à elle placé les femmes au centre de son action de lutte contre le Covid-19 et de la relance. Nous avons été parmi les premiers à publier une évaluation de l'impact de la pandémie sur les femmes. Nous avons demandé que des mesures de relance soient prises pour appuyer l'économie informelle, investir dans l'économie des soins et cibler les entrepreneuses. Et nous avons collaboré avec les pouvoirs publics et les populations pour faire face à la recrudescence des violences faites aux femmes, notamment en veillant à ce que les centres d'hébergement restent ouverts et en organisant le transfert des services existants en ligne. Mon appel à un cessez-le-feu mondial a été immédiatement suivi d'un appel à la fin de la violence dans les foyers. Au-delà, nous avons à chaque occasion souligné l'efficacité d'une participation des femmes sur un pied d'égalité. Pourtant, si l'on regarde la situation dans le monde, on constate que les femmes restent largement exclues de l'exercice des plus hautes responsabilités. Les femmes ne comptent que pour un quart des parlementaires, un tiers des élus locaux et un cinquième des ministres de la planète. Seulement 22 pays sont dirigés par une femme. Et au rythme actuel, la parité au niveau des chefs de gouvernement ne sera pas atteinte avant 2150. Vous avez bien entendu, encore 130 années dominées par des hommes qui prendront les mêmes genres de décisions qu'ils ont prises depuis les 130 dernières années, je dirais depuis toujours. La pandémie a offert aux hommes une occasion de plus de s'accaparer de la prise des décisions. D'après une étude portant sur 87 pays, 85% des groupes de travail sur le Covid-19 étaient composés essentiellement d'hommes. Si l'on regarde la couverture médiatique mondiale consacrée à la pandémie, les expertes sont 5 fois moins consultés que leurs homologues masculins. Il faut se demander ce que signifie vraiment ce déséquilibre. Lorsque les femmes ne participent pas à la prise de décision, nous ne voyons le monde que sous un seul angle. Nous créons des modèles économiques qui ne mesurent pas le travail productif qui a lieu au sein du foyer. Nous créons des forats numériques avec des biais masculins intégrés dans le code même. Nous voyons des décisions qui menacent les efforts déployés pour garantir le plein accès aux services et aux droits de santé sexuelle et reproductive. Et nous dépensons des millions de dollars pour des armes qui ne nous protègent pas, tout en négligeant les violences subies par une femme sur 3 dans le monde. Il faut à tout prix rebattre les cartes, changer le logiciel. C'est pourquoi l'une de mes premières priorités en tant que secrétaire général a été d'augmenter le nombre de femmes à des postes de haute responsabilité au sein de mon conseil de direction et parmi les coordinateurs résidents et les envoyés spéciaux. L'année dernière, nous avons atteint la parité femmes-hommes parmi les hauts responsables de l'organisation, 2 années en avance sur le calendrier, et nous progressons à présent à tous les niveaux. Nous nous efforçons également de garantir la pleine participation des femmes au processus de maintien de la paix, de médiation et de consolidation de la paix. Mais il y a énormément à faire. Dans les négociations de paix entre 1992 et 2019, seulement 13% des négociateurs, 6% des médiateurs et 6% des signataires d'accords de paix étaient des femmes. Encore aujourd'hui, ces négociations sont structurées de façon à louer et même encourager les personnes alimentant la violence plutôt que celles qui construisent la paix.